Agglomération de pêcheurs depuis le néolithique, au milieu des étangs, Péronne est dès les Mérovingiens une place forte sur la Somme. Le vieux nom de Sobot-Écluse, attribué à l'ancien faubourg de Paris, confirme le site comme lieu de passage ou gué sur la Somme. Culminant à 60 mètres d'altitude, le mont des Cygnes, mont Signorum ou Signopolis, emplacement actuel du tribunal, fut le départ des premières constructions du castrum que connurent plus tard Sainte-Radegonde, Saint-Furcy, Charles le Simple, Philippe Auguste et Louis XI. Tous les historiens de Péronne s'accordent à dire qu'ils savent peu de choses sur l'étymologie du nom de la ville. Certains se sont risqués sans conviction à dire du celtique, Péraon, place très forte, ou Péron, marécage, du latin, Pero Peronis, guêpe ou botte, Peronei, beauté, Perrana, parmi les grenouilles. Contrairement à quelques affirmations, Péronne ne semble pas avoir été une place forte de l'occupation romaine. Soit, seule certitude, il vaut mieux avoir des bottes pour passer du marécage aux grenouilles de Sobot-Écluse au castrum du Mont des Cygnes. Péronne au IXe siècle. Le castrum de la ville primitive se développe sur le Mont des Cygnes, à côté de Sobot-Écluse. Aux palissades de bois succèdent des murs en pierre. Les premières tours sont construites. Les premiers remparts du castrum sont déjà bien visibles sur ce plan. Péronne est alors connue sous le nom de Perona Scotorum. Péronne, ville des Scots, en fait des Irlandais, parce que la toute nouvelle collégiale Saint-Furcy, construite par Archambault, maire du palais à Péronne, conserve dans un reliquaire initié par Saint-Éloi les restes de son saint patron irlandais. Le renom de l'illustre locataire qui, dit-on, fait encore quelques miracles, attire de nombreux pèlerins qui viennent souvent de loin, dont beaucoup d'outre-Manche. Incendiée par les Normands, l'abbaye du Mont-Saint-Quentin est relevée de ses cendres et se développe selon la règle de Saint-Benoît, moins stricte que la règle irlandaise. Au IXe siècle, les murailles du castrum sont centrées autour du Mont des Cygnes, autour de la collégiale Saint-Furcy. Coincée par les marais, la ville ne peut s'étendre que vers l'est. Ce sera chose faite au XIIIe siècle. Une deuxième enceinte totalement entourée d'eau est construite. Le faubourg de Bretagne, accessible par un pont en bois près de la tour Alexandre, commence à se bâtir. Le nom Bretagne vient de ses premiers occupants, pèlerins brittoniques, se rendant au Mont des Cygnes et au Mont Saint-Quentin. Marchant sur les pas de leur illustre compatriote Saint-Furcy, ils viennent pieusement vénérer ses reliques. Sobot-Écluse, hors de la ville, devient faubourg de Paris. De nombreuses tours défendent les remparts. La ville, entourée d'eau, est comme une île et occupe du point de vue militaire une position stratégique importante, très difficile à investir. Suivons le parcours d'un pèlerin irlandais venant à Péronne par le sud pour révérer son illustre compatriote. Notre pieux voyageur se signera en voyant à droite la petite église Saint-Quentin-en-Laye, puis sera contrôlé à la porte du guetteur, où il devra laisser quelques oboles. Il entrera alors au faubourg de Paris, par la chaussée partiellement inondable servant de digue à la Somme. Là sont bâties quelques chaumières et cabanes de pêcheurs. Il franchira le pont Saint-Pierre, avant de traverser la porte de Paris. Gravissant la pente du Mont des Cygnes, il atteindra la collégiale Saint-Furcy, point d'orgue de son voyage. Ému devant les saintes reliques, il pratiquera avec ferveur ses dévotions. Poursuivant son chemin, contournant le beffroi, il passera sur la grande place,
et franchira le pont en bois à la porte Saint-Sauveur pour entrer au faubourg de Bretagne. Il connaît ici une bonne adresse et y retrouvera ses amis britons. Après un repas frugal, une bonne soupe conviviale, Patrick et Brett l'accompagneront à la porte d'Enfer, au nord, sur le chemin d'Arras, vers la périlleuse forêt d'Arrouez. Plus près de là, à moins d'une lieue de trajet, il atteindra seul, en toute quiétude, la paisible abbaye du Mont-Saint-Quentin, second but de son pèlerinage. Cette carte très instructive, non colorisée à l'époque, est extraite du livre intitulé « Péronne, son origine et ses développements », publié en 1880. L'auteur de cet excellent ouvrage est un ancien sous-préfet de Péronne, Georges Valois. Cette vue d'artiste nous présente le castrum péronnense, tel qu'on peut l'imaginer à l'époque où Charles le Simple y était assigné à résidence. Le document original provient de Daniel Roguet, architecte de la reconstruction de Péronne. Colorisé par Gérard Boutet 70 ans plus tard, il représente l'extension de la ville vers l'est au Xe et XIe siècle. Au XIIIe siècle, un château au nord, là où les marais sont moins étendus, verrouille l'entrée de la cité. Son étroite poterne relie la ville à la route d'Ancre et au village de Sainte-Radegonde. Cette poterne sera bientôt remplacée par une porte bien plus grande, la porte Saint-Nicolas, que l'on bâtira à proximité immédiate du château. Le château de Péronne au XVe siècle. À côté de la porte Saint-Nicolas, le château datant du temps de Philippe Auguste est alors totalement entouré d'eau. Son important donjon au nord a été appelé par les historiens Grosse Tour, et aussi Tour Herbert, en référence au fameux comte de Vermandois.